Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Ben, décidément, un rebondissement n'attend pas l'autre aux États-Unis, où on est encore une fois au bord de la paralysie gouvernementale. Il y a eu un vote de la Chambre des représentants qui a rejeté le nouveau texte budgétaire des Républicains. Salut Guillaume! Bonjour Alexandre. Et c'est jamais plate les États-Unis. Oh que non, on s'ennuie pas. Et là, Donald Trump l'a publié aussi sur son réseau social Truth en disant « Hey là, s'il est pour avoir une paralysie, faites ça maintenant, sous l'administration Biden, pas après le 20 janvier, pas pendant que je vais être là. » Et là, qu'est-ce qui nous pend au bout du nez dans les prochaines heures? Est-ce que tout risque d'être paralysé effectivement ce soir? Ben, considérant le temps qui reste, c'est le scénario le plus probable. Mais on va de surprise en surprise. Imaginez, alors, on refait le film. Il y a un accord entre les élus, et notamment les républicains et les démocrates, qui se disent, bon, ben, avant de partir en vacances, on va se voter un morceau de budget, parce qu'on n'est pas capable de voter pour un budget pour l'année au complet, et on va de l'avant avec ça. Et les républicains, et Mike Johnson, le chef des républicains en chambre, dit, c'est parfait. Et avant que ça arrive au vote, ben là, Trump et Musk envoient là, une grenade dans la salle. Et là, finalement, les républicains peuvent plus être en faveur parce que ce que veut Trump, c'est le fameux relèvement du plafond de la dette, qui est pas des vraies dépenses, mais qui est toujours humiliant pour des conservateurs qui promettent de réduire les dépenses. Ils veulent l'avoir fait maintenant. Ça va être la faute à Biden ou pendant le mandat de Biden et pas après. Alors, il fait éclater l'accord. Quelques heures plus tard, aux surprises, les républicains arrivent avec un plan B. Et là, dans le plan B, il y a entre autres de bouger le plafond de la dette. Alors, Lyndon Baines Johnson, l'ancien président, Alexandre, avait une expression assez magnifique. Il disait, quand tes adversaires s'enfargent, fais juste enlever du chemin. Parce que le gros problème, et c'est presque ce qu'on avait vu il y a un an, vous vous souvenez, quand Kevin McCarthy était le chef des républicains et pas capable de se faire nommer speaker parce qu'il y a une frange irréductible dopée par MAGA qui dit « Moi, je fais pas les choses comme d'habitude ». Alors, il y a des républicains qui disent « Moi, je ne vais pas voter pour relever le plafond de la dette s'il n'y a pas en échange d'importantes réductions de dépenses. » Mais là, ça, c'est réouvrir quelque chose de beaucoup plus complexe. Et là, c'est allé au vote. Les démocrates, un bloc assez uni, en ont échappé 2. Mais du côté républicain, il y en a 38 qui ont décidé de se rebeller. Et là, ils sont allés parler publiquement. Il y en a qui ont dit, moi, j'ai été élu, jamais je vais voter pour un relèvement du plafond de la dette. Il y en a même un qui a osé dire, écoutez, là, je sais que Trump veut que je vote comme ça, mais c'est pas lui qui a voté pour moi, c'est les gens dans mon district. Hier, Alexandre, je disais à quel point Frankenstein était un livre magnifique. On a créé une bête, puis d'ailleurs, la ligne dans le livre de Frankenstein, c'est la bête qui dit à son créateur, « Tu es mon créateur, mais maintenant je suis ton maître, obéis. » Alors là, c'est assez intéressant de voir ça. Alors, comment ça va se détricoter? Présentement, le problème numéro 1, c'est qu'il n'y a pas d'unité chez les républicains. Alors oui, ils sont majoritaires, mais c'est une majorité qui n'est pas ensemble. Tu ne l'es pas. Alors, comment est-ce que tout ça va arriver à se mettre ensemble, contenter Donald Trump, contenter les ultra-conservateurs, contenter les gens raisonnables et en même temps appeler les démocrates en disant « Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? » Ça devient un peu impossible. Alors, on va regarder nos mondes puis le sablier tranquillement, mais il n'est pas impossible du tout qu'il y ait un shutdown, c'est-à-dire qu'on mette le gouvernement américain en veilleuse. Mais Alexandre, tous les shutdowns, ceux qui se règlent, ceux qu'on évite, c'est toujours à la 11e heure. Alors, c'est des superbes scénarios pour Hollywood. Vous allez être sur le bout de votre siège, ou en tout cas, nous, on va l'être, jusqu'à la toute fin. Puis là, ben, est-ce qu'ils vont pouvoir partir en vacances ou pas? Ben, ça, c'est à voir. Donc, ça risque de se jouer 23h59 ce soir, c'est l'heure limite. Aujourd'hui, Guillaume, on est le 20 décembre. Donc, dans un mois, jour pour jour, ce sera l'inauguration, la sermentation de Donald Trump. On est dans le dernier droit de la présidence de Joe Biden. Ah oui, et même le dernier virage du dernier droit, là. Oui. Et là, je me disais, imaginez, faisons un exercice, là,
intellectuel, si vous étiez président des États-Unis, et je vous dis, il vous reste 30 jours, qu'est-ce que vous feriez? Parce que c'est clair que la carrière de Joe Biden, après, elle est terminée. Il ne va pas se représenter nulle part. Il y a une expression en anglais, faut tout laisser sur le terrain. C'est pas le temps de se dire, peut-être que j'aurais pu en faire plus. C'est maintenant. Et il y a peut-être 6 choses à surveiller. Il y a des choses fondamentales, puis il y a des choses de l'ordre des symboles. Mais quand vous êtes président des États-Unis, même à chômer, c'est un geste politique, là. Alors, d'abord, il y a quelque chose qui est très près du cœur de Joe Biden depuis plus de 40 ans, c'est l'Ukraine. On l'oublie, mais quand il était sénateur, il était sous le sous-comité qui s'occupait de l'Ukraine, il était au comité des relations étrangères. Joe Biden, ça a été l'allié de l'Ukraine tout le temps. Et même quand il était vice-président sous Obama, il avait dû un peu ravaler parce que lui, il faisait partie des faucons pour renforcer le soutien à l'Ukraine. Il avait été visionnaire. Alors, imaginez que vous êtes le chef de l'exécutif, il y a des choses qui ont été votées, il y a des choses qui ont été promises, mais un peu comme quand vous avez écrit une lettre pour envoyer à votre mère, peut-être que vous ne l'avez pas encore mis à la poste. Là, c'est le temps de s'assurer que tout ce qui a été promis à l'Ukraine soit livré. Parce qu'une fois qu'arrive le nouveau président, ça se pourrait que ça traîne un peu plus. Et là, c'est le temps de mettre toute la pression de la Maison-Blanche sur les partenaires étrangers, que ce soit l'OTAN, que ce soit l'Union européenne, et de s'assurer que tout ce qui a été promis à l'Ukraine soit dans la cour des Ukrainiens le plus possible. De l'argent, du matériel, des renseignements. Alors ça va être dans les priorités internationales majeures. Puis ensuite, des choses, un peu des dossiers importants qui traînent. L'effacement de la dette aux étudiants universitaires, qui est une mauvaise politique, mais qui est très, très populaire au sein du Parti démocrate. Peut-être accélérer la nomination de certains juges. Hein? Et là, c'est un peu triste. Pour essayer de combattre l'hyperpolitisation du système judiciaire par Trump, ben là, les démocrates en sont rendus à faire à peu près la même chose. Alors, il y a ça. Puis sinon, il y a des symboles. J'appelle ça les voyages et les invitations. OK. Quand vous êtes président des États-Unis, ben vous avez un avion qui peut vous amener n'importe où. Où est-ce que vous voulez aller pour soit aller saluer quelqu'un, passer un message important, montrer l'importance de quelque chose? L'Ukraine viendrait en tête de liste. Et d'ailleurs, le président Biden revient tout juste d'Afrique, il n'était pas allé dans son mandat. Et la semaine dernière, il était dans la forêt amazonienne, ce qu'aucun président avait fait avant lui. C'est clairement pour marquer le coup, passer des messages. Les invitations aussi. Hein? Dans un mois, Joe Biden ne peut pas inviter personne à monter à bord d'Air Force One, à passer du temps à Camp David, venir à la Maison-Blanche. C'est le temps, là. Et là, je repensais à un autre président, et tu vas voir comment les choses changent. Quand George Bush père, Alexandre, a passé sa dernière fin de semaine comme président, il l'a passé à Camp David et il a invité qui? Le premier ministre du Canada, Brian Mulroney. C'était un témoignage de la grande amitié personnelle entre les deux et de peut-être saluer l'importance du Canada pour les États-Unis. Mon Dieu, que les temps ont changé, pas toujours pour le mieux. Non, mais là, c'est là où c'est important de faire des plaisirs. Puis peut-être, Alexandre, la grande question. À la Shakespeare, là, c'est pardonner ou ne pas pardonner. On sait que Biden a pardonné son fils, mais là, il y a une pression gigantesque sur lui. Est-ce qu'il pourrait émettre des pardons préventifs à tous ceux qui sont sur la liste des ennemis de Trump? Liz Cheney, Nancy Pelosi, Adam Schiff, le procureur Jack Smith. C'est presque un abus de justice, mais à partir du moment où on considère la justice partisane, ben, est-ce que c'est la seule voie de sortie? Je pense qu'il va être pris avec ça jusqu'à la toute fin. Des pistes de réflexion intéressantes qui nous amèneront tranquillement pas vite vers 2025. Merci, Guillaume. Au plaisir.